RT, qui était à l'époque le média le plus populaire dans le mouvement des Gilets jaunes. Tout ça, ça fait partie de la menace, effectivement. Pourquoi RT était le média le plus populaire au milieu des Gilets jaunes? N'est-ce pas peut-être parce que c'est l'un des rares médias français qui se contentait juste de faire son travail et non de corroborer les directives de la police? Parce que souvenez-vous, BFM TV, pendant la manifestation contre les Gilets jaunes, ils avaient reçu des ordres comme quoi ils ne devaient plus parler de brutalité policière. Des opérations destinées à faire croire que la France était un pays de tension. Mais ça, c'est la stratégie de la Russie. Au moment des Gilets jaunes aussi. Ça a commencé d'ailleurs avec ça donne pas dire. Les Gilets jaunes. Ouais. Ça a commencé avec les Gilets jaunes. Je n'ai rien contre le mouvement des Gilets jaunes, mais il a été délibérément instrumentalisé. Mais ici, vous avez ce monsieur lui-même déjà, je pense qu'on ne l'a jamais mis les menottes au poignet. Il n'a jamais assisté à une manifestation en étant du parti de ceux que la police cherche à traquer. Et surtout, il ferme les yeux quand il voit la police faire les choses dont je parle. Pour ce que j'avais à vous dire, c'est l'intervention de ce monsieur-ci. Alors, France Info, c'est toujours difficile. Donc, je vais essayer de mettre l'écran qui tourne. Voilà. Et c'est parti. Pour noter, Emmanuel Macron donc parle de la menace russe. Il parle aussi de nouveaux types de conflits liés à l'intelligence artificielle, liés aux drones, liés aussi, pourquoi pas, à d'autres types de guerres, les fonds marins. Enfin, il cite plusieurs exemples de ce type-là. Est-ce que vous pouvez nous définir la menace aujourd'hui qui existe pour nous, Français ? Oui, alors en fait, les espaces de la conflictualité s'ajoutent et s'additionnent plutôt que se remplacent les uns les autres. Je m'explique. Dans l'Antiquité, la guerre, c'était la terre et la mer. Ensuite, ça a été les airs, et ça s'est ajouté. Et puis l'espace, et puis le cyberespace, et maintenant les fonds marins, où il y a effectivement tous ces câbles sous-marins qui sont extrêmement importants pour nos communications. Donc voilà, ça c'est l'espace de la conflictualité qui grandit, et c'est vrai pour à peu près tous les conflits, dans tous les grands conflits dans le monde. Et il y a par ailleurs des nouveaux moyens. Alors les drones qui ont pris une importance centrale dans les grands conflits, on l'a vu, on le voit malheureusement tous les jours en Ukraine. L'intelligence artificielle, le calcul quantique, c'est encore autre chose. Ce sont des outils, ce sont des moyens, ce ne sont pas des espaces de bataille. Alors aujourd'hui, encore une fois, qu'est-ce qui est menacé? La France est menacée, oui, par la Russie tous les jours. Encore une fois, il n'y a pas que la Grande Guerre, il y a aussi les sabotages, ce qu'on a vu dans les rues de Paris au cours des années précédentes. Hein, vous avez bien vu, vous en souvenez, les opérations destinées à faire croire que la France était un pays de tension. Ça, c'est la stratégie de la Russie. Au moment des Gilets jaunes aussi. Ça a commencé d'ailleurs avec ça donne pas dire. Les Gilets jaunes. Ouais. Ça a commencé avec les Gilets jaunes. Je n'ai rien contre le mouvement des Gilets jaunes, mais il a été délibérément instrumentalisé par les médias russes et à l'époque notamment par RT. Absolument. RT, qui était à l'époque le média le plus populaire dans le mouvement des Gilets jaunes. Tout ça, ça fait partie de la menace, effectivement. Mais la menace, elle vient d'où? De quelle zone du monde pour nous, Français? De la Russie, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a aussi une menace chinoise? Est-ce qu'il y a, Alors, la menace chinoise, elle est différente. On parle assez peu de la Chine dans cette fameuse revue stratégique qui a été publiée hier, qui est un peu une sorte de livre blanc sur la défense et la sécurité. Je trouve ça dommage parce que je crois que on sous-estime à quel point la Chine populaire a décidé de piller, d'espionner et de voler notre savoir-faire, notre patrimoine intellectuel et économique. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises, notamment les PME, les grandes entreprises, elles savent très bien faire, mais il y a encore beaucoup d'entreprises françaises, notamment dans les territoires, qui n'ont pas encore véritablement conscience de la menace chinoise, qui n'est pas une menace militaire pour nous, mais qui est une menace intellectuelle et économique pour beaucoup de secteurs, parce que, pardonnez-moi d'être aussi cru, d'être aussi clair, mais chaque entreprise, chaque citoyen chinois à l'étranger a pour obligation, je dis bien obligation, d'espionner pour le compte de son gouvernement. C'est une loi de 2017. Donc il y a effectivement aussi cette menace chinoise qui n'est pas une menace militaire, qui est une autre forme de menace. Ok. Donc je voulais vous laisser écouter ici la totalité de l'intervention de ce monsieur, puisque ce monsieur ne se couvre pas des ridicules. Et comme je vous ai dit, tous ces gens-là sont dans des fondations, dans des machins. Lui, je crois qu'il est dans la fondation Montaigne. Se donne des titres ronflants pour faire croire que ce qu'il dit, c'est important. Comme je vous ai toujours dit, la plupart de ces personnes sont instruits. 80% du temps, quand ils parlent des choses qui ont à voir avec leur instruction, c'est
bien fait. C'est du concret, c'est rationnel, il n'y a rien à redire. 20% du temps, quand il faut mentir, ce sont ces mêmes personnes-là qu'on utilise. Donc on les met en place en leur donnant une réputation, un semblant de connaissance, en s'assurant bien que c'est des laquais. Et on va refuser toute possibilité à d'autres personnes comme nous de venir montrer que ce qu'ils disent, c'est faux ou que c'est loin de la vérité. Et surtout, ils omettent beaucoup d'informations par rapport à la réalité des choses. C'est parti pour le commentaire. Pour nos terres, Emmanuel Macron donc parle de la menace russe. Il parle aussi de nouveaux types de conflits liés à l'intelligence artificielle, liés aux drones, liés aussi, pourquoi pas, à d'autres types de guerres, les fonds marins. Enfin, il cite plusieurs exemples de ce type-là. Est-ce que vous pouvez nous définir la menace aujourd'hui qui existe pour nous, Français ? Oui, alors en fait, les espaces de la conflictualité s'ajoutent et s'additionnent plutôt que se remplacent les uns les autres. Voilà. Donc ici, nous comprenons bien que la mission de France Info, c'est d'appuyer le discours de Macron. Macron qui veut, alors que maintenant il n'a plus aucune légitimité, aucun intérêt, il est utile à aucun Français, il veut trouver de la légitimité en emmenant la France à la guerre. Que ne vous étonnez même pas s'il réussit à faire ça, puisque eux-mêmes, ils ont déjà réussi à faire en sorte que Zelensky soit président ad vitam aeternam tant que son pays est en conflit, et bien la plupart d'entre eux, si jamais ils réussissent à ramener leur pays dans un conflit direct avec la Russie, eh ben, vont rester des présidents ad vitam aeternam, tant que la situation n'aura pas changé. Et surtout, les articles qu'ils vont utiliser les rend eux-mêmes responsables, ou en tout cas, les rend eux-mêmes seuls à décider si l'état d'urgence ou l'état qui a fait qu'il a eu des pouvoirs exorbitants est arrivé à sa fin ou non. Et donc ici, pour corroborer le discours soi-disant martial, on envoie ici ce monsieur déjà qui est tout le temps ridicule quand il intervient sur LCI, venir nous présenter les différents dangers qui pèsent sur la France, et écoutons la suite. Je m'explique. Dans l'Antiquité, la guerre, c'était la terre et la mer. Ensuite, ça a été les airs, et ça s'est ajouté. Et puis l'espace, et puis le cyberespace, et maintenant les fonds marins, où il y a effectivement tous ces câbles sous-marins qui sont extrêmement importants pour nos communications. Donc voilà, ça c'est l'espace de la conflictualité qui grandit, et c'est vrai pour à peu près tous les conflits, dans tous les grands conflits dans le monde. Et il y a par ailleurs des nouveaux moyens. Alors les drones, qui ont pris une importance centrale dans les grands conflits, on l'a vu, on le voit malheureusement tous les jours en Ukraine. L'intelligence artificielle, le calcul quantique, c'est encore autre chose. Ce sont des outils, ce sont des moyens, ce ne sont pas des espaces de bataille. Alors aujourd'hui, encore une fois, qu'est-ce qui est menacé ? La France est menacée, oui, par la Russie tous les jours. Encore une fois, il n'y a pas que la Grande Guerre, il y a aussi les sabotages, ce qu'on a vu dans les rues de Paris au cours des années précédentes. Hein, vous avez bien vu, vous vous en souvenez, les opérations destinées à faire croire que la France était un pays de tension. Ce qu'on a vu dans les rues de Paris, des opérations destinées à faire croire que la France était un pays sous tension. Donc la France n'est pas un pays sous tension, selon lui. Donc les conflits qui ont commencé, je crois même à l'époque où j'étais au lycée, hein, la révolte des banlieues qui a eu lieu quand les deux policiers avaient poursuivi deux enfants qui étaient partis se cacher dans un local électrique et dont l'un des policiers a dit tant mieux pour eux, ça les apprendra ou je sais pas quoi là. Donc non-assistance en personne en danger, et les deux enfants sont morts. Donc tout ça là à l'époque, c'était aussi la Russie. Et surtout, écoutez de quoi il va parler. Ça, c'est la stratégie de la Russie. Au moment des gilets jaunes aussi. Ça a commencé d'ailleurs avec. Ça donne pas dire. Donc pour lui, ça a commencé au moment des gilets jaunes. Je crois le pire moment où le gouvernement français a été indigne d'un gouvernement. Maintenant, ça va être de la faute de la Russie. Alors que nous avons connu comment le gouvernement, pour saboter les mouvements des gilets jaunes, a lui-même intégré les gilets jaunes et est devenu lui-même destructeur de la France. Je me souviens encore de Michel Onfray sur CNews, je crois, qui racontait comment on filmait les gilets jaunes, comment la police regardait des individus qu'on ne connaissait pas
casser les pavés, détruire les pavés et commencer à lancer les pavés sur les policiers. Alors que la plupart du temps, les gilets jaunes, ils étaient pacifistes. Hein. Mais soudainement, puisque au début des gilets jaunes, les gilets jaunes étaient pacifistes et que voir les policiers taper les gilets jaunes, ça énervait toute la France et donc ça légitimait les gilets jaunes, on s'est dit, pour qu'on justifie la répression qui était déjà au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, il y avait des gens éborgnés, des gens qui perdaient des mains. Donc pour justifier toutes les décisions prises par Emmanuel Macron et les préfets, on a fait infiltrer les cortèges de gilets jaunes. Il y a même une vidéo, je ne sais plus si on peut la retrouver aujourd'hui sur Internet, d'un policier qui attrape un jeune et qui incite le jeune à casser le pavé, à brûler des poubelles. Et c'est après que le jeune a identifié que la personne qui est en train de le pousser à faire cela était un policier. Et apparemment, ceux qui s'y connaissent, ils savent bien que ça, ce sont les manœuvres habituelles de la police française quand il y a des manifestations qui les gênent. C'est d'intégrer les manifestations et de causer du trouble à l'ordre public dans la manifestation et ensuite d'arrêter tout le monde pour faire croire que c'était des voyous. Moi qui vous en parle, moi-même j'en ai été victime. Si on m'en parlait, je n'aurais pas cru. Mais à l'époque de Fillon ou de Villepin, moi-même, j'en ai été victime. Quand la France, on critiquait tout le temps que le fait qu'ils ne pouvaient pas protéger les lycéens dans les cortèges et tout ça à cause de la sécurité. Et on avait fait toutes les manifestations et les policiers n'arrivaient pas à nous attraper. Et bien les policiers, ils avaient intégré le cortège, ils avaient enlevé tout signe qui permettait de les identifier. Ils ne se signalaient même pas en tant que policiers. Et ils s'étaient fait défoncer. On les avait défoncés ce jour-là, puisqu'ils sont venus à l'affrontement direct. Les policiers en civil, on les avait défoncés. Je ne sais pas si le dossier il est toujours au tribunal de la Cité, mais probablement qu'au tribunal de la Cité, on m'a pris mes empreintes et mon identification. Mais j'ai été arrêté jeudi et je suis passé en comparution immédiate 72 heures après. Tellement les policiers, il fallait qu'ils tricotent l'histoire pour nous faire passer en jugement. Et je l'ai souvent rencontré ici dans ma chaîne. Le président du tribunal s'est rendu compte que c'était une affaire montée de briques et de broc par la police, avant même qu'on arrive à la fin du procès ou de la comparution immédiate. Il a coupé les débats. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé à faire des travaux d'intérêt généraux? Moi qui n'avais rien à voir avec l'accusation dont je faisais l'objet, j'ai dit, moi je suis opposé. Mon avocate, qui était en joie de voir le président du tribunal proposer cela, m'a dit asseyez-vous et a dit au président du tribunal excusez-moi, il est perturbé, il ne sait pas de quoi il parle. Donc, moi, c'est même pas que quelqu'un m'a raconté. J'ai vu ce que j'ai vu, j'ai vécu ce que j'ai vécu et dans les infos, c'est corroboré ce qu'ils font. Mais ici, vous avez ce monsieur lui-même déjà, je pense qu'on ne l'a jamais mis les menottes au poignet. Il n'a jamais assisté à une manifestation en étant du parti de ceux que la police cherche à traquer. Et surtout, il ferme les yeux quand il voit la police faire les choses dont je parle. Eux savent sans doute ce que je vous dis, mais eux ne l'ont jamais vécu et fermeront toujours les yeux sur ce genre de choses. Parce qu'ils sont bien plus préoccupés par leur petit confort que par les préoccupations de ceux qui manifestent. Il vient là, il vient dire, oui, ça a commencé au moment des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ouais. Ça a commencé avec les Gilets jaunes. Je n'ai rien contre le mouvement des Gilets jaunes, mais il a été délibérément instrumentalisé par les médias russes et à l'époque notamment par RT. Absolument. RT qui est... Ah oui, il a été délibérément instrumentalisé par les médias russes. Donc, tous les gardes à vue, toutes les interdictions de manifester, tous les... c'était quoi déjà? Les gardes à vue fondés sur rien qu'on faisait pendant les manifestations pour justement éviter qu'il y ait trop d'attroupements, pour éviter que le monde entier voit que Macron est délégitime. Tout ça là, c'était la faute des Russes. Tout le corps judiciaire français soumis à Macron, qui accepte des gardes à vue n'importe comment, des comparutions immédiates n'importe comment, le bafouement des droits des Français, ça aussi c'était de la faute des Gilets jaunes, n'importe quoi. Voilà pourquoi ces gens-là, moi j'ai horreur de ces gens-là. J'ai horreur de ces gens-là. Qui était à l'époque le média le plus populaire dans le mouvement des Gilets jaunes. Tout ça, ça fait partie de la menace, effectivement. Pourquoi RT était le média le plus populaire au milieu des Gilets jaunes?
Ils ne posent pas la question pourquoi RT était le média le plus populaire autour des Gilets jaunes. N'est-ce pas peut-être parce que c'est l'un des rares médias français qui se contentait juste de faire son travail et non de corroborer les directives de la police? Parce que souvenez-vous, BFM TV, pendant la manifestation contre les Gilets jaunes, ils avaient reçu des ordres comme quoi ils ne devaient plus parler de brutalité policière. Le mot brutalité policière était interdit aux journalistes de BFM TV. Ça aussi, c'était un truc des Russes. Mais la menace, elle vient d'où? De quelle zone du monde pour nous Français? De la Russie, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a aussi une menace chinoise? Est-ce qu'il y a, Alors, la menace chinoise, elle est différente. On parle assez peu de la Chine dans cette fameuse revue stratégique qui a été publiée hier, qui est un peu une sorte de livre blanc sur la défense et la sécurité. Je trouve ça dommage parce que je crois que on sous-estime à quel point la Chine populaire a décidé de piller, d'espionner et de voler notre savoir-faire, notre patrimoine. Ça, c'est exactement ce pour lequel, si jamais je vous commente le discours de Macron, je vais vous dire qu'il raconte n'importe quoi. Aujourd'hui, la Chine n'a plus besoin de voler un quelconque savoir-faire aux Français. Surtout en matière industrielle. Le seul endroit où les Français sont en avance sur les Chinois, et encore ça a compté, c'est dans le savoir-faire artisanal. Pour ce qui est d'industriel, la fête est déjà finie. La fête est déjà finie. Ces mêmes gens-là qui parlent sont ceux qui ont soutenu tous les milliardaires français industriels occidentaux quand tous ces gens-là étaient contents d'aller faire leurs usines en Chine pour payer moins cher et gagner plus d'argent et donner plus de dividendes justement à ces bourgeois. C'était eux les premiers. Aujourd'hui, ils pleurent tous. Et ils sont en train de vous raconter ça alors qu'ils sont en train de pleurer que la Chine ramène son savoir-faire sur les voitures électriques parce que la Chine leur est supérieure. Alors je ne vous dis même pas sur la voiture à hydrogène, là où les Européens, ils n'ont même pas encore commencé. Vous avez vu les mirages, non? La honte que les Indiens, ils ont eu parce qu'ils ont les mirages français. Dans le petit affrontement qu'ils ont eu avec le Pakistan. Vous avez vu, non? Vous avez eu la honte que l'aviation militaire française a eu au Pakistan. Ils sont en train de rêver que soi-disant, ils veulent nous voler un savoir-faire. Non, il n'y a plus besoin. Le seul savoir-faire qu'il y a à voler, c'est le savoir-faire artisanal des artisans français. Et encore, quand on a regardé la composition, la fabrication du Hermès et tout ça, là, il y a même un TikToker là, spécialisé dans le cuir qui vous dit, aujourd'hui, la différence entre ce qui est fabriqué en Chine, même en matière de maroquinerie française, c'est à peine perceptible. Donc de quoi il parle, lui? De quoi il parle? L'Europe est déjà derrière la Chine. Alors rêver que soi-disant ils vont se réarmer pour se taper contre le Sud, c'est du n'importe quoi. Ils ne disposent pas de chaînes d'approvisionnement, des chaînes logistiques et des minéraux rares pour pouvoir produire encore leurs armes. Les 17 patriotes que soi-disant les États-Unis vont donner aux Ukrainiens, comme on va le voir, vous pensez qu'ils les ont fabriqués? Ils ne les ont pas fabriqués parce qu'ils ne les ont pas. Ce sont les autres pays qui sont hors de menace et qui sont loin de la menace qui vont donner leurs patriotes à l'Ukraine et ensuite iront acheter des patriotes aux États-Unis. Et croyez-moi que ces patriotes ne seront pas fabriqués maintenant. N'importe quoi. Intellectuelle et économique. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises, notamment les PME, les grandes entreprises, elles savent très bien faire, mais il y a encore beaucoup d'entreprises françaises, notamment dans les territoires, qui n'ont pas encore véritablement conscience de la menace chinoise, qui n'est pas une menace militaire pour nous, mais qui est une menace intellectuelle et économique pour beaucoup de secteurs, parce que, pardonnez-moi d'être aussi cru, d'être aussi clair, mais chaque entreprise, chaque citoyen chinois à l'étranger a pour obligation, je dis bien obligation, d'espionner pour le compte de son gouvernement. C'est une loi de 2017. Donc il y a effectivement aussi cette menace chinoise qui n'est pas une menace militaire, qui est une autre forme de menace. Bon, s'ils savent ça, pourquoi ils continuent à autoriser des étrangers chinois à venir en France? Les pauvres Africains qui, eux, ne viennent pour espionner personne, pourquoi eux n'ont pas le droit de venir en France? Et à la prochaine. Peace out.